Tout le monde qui me rencontre dit « Vous êtes dans l'inconnu depuis un certain temps. » Non, on n'est pas nécessairement dans l'inconnu. Presque 5 ans plus tard, où en est l'enquête? Bonjour, vous êtes bien sur la boîte vocale du guichet d'accès pour la clientèle orpheline. À la recherche d'un médecin de famille. Finalement, il n'y a jamais de réponse. S'il n'y en a pas de médecin, faites-nous pas croire qu'on va en avoir des médecins. Et l'analyse de sang vivant. L'autre chose qu'on voit tout de suite, c'est qu'ils sont collés beaucoup. Dos par dos, ça nous indique que la digestion est lente. Mais qu'en pense le Collège des médecins? Cédrica Provencher. Lorsqu'on prononce ce nom, tout le monde au Québec sait de qui on parle, connaît sa triste histoire et se sent interpellé. Ce soir à JE, les dessous de l'une des plus grandes enquêtes de l'histoire du Québec. Une enquête qui vous a été relatée dans les bulletins de nouvelles et dans les journaux, mais jamais comme vous allez le voir ce soir. Au cours des prochaines minutes, vous allez réaliser l'ampleur du travail des enquêteurs et comprendre où ils en sont presque 5 ans plus tard. C'est notre collègue Jean-François Guérin qui a réalisé ce dossier. Jean-François, les enquêteurs ne sont quand même pas totalement devant l'inconnu ici, là. Non, Annie. Certains parlent de 10 000 informations et même plus qui sont parvenues à la Sûreté du Québec, à la police de Trois-Rivières et ici, dans les locaux de Trois-Rivières, où les proches continuent de coordonner les recherches. Ça a permis d'écarter certaines hypothèses pour en prioriser d'autres, notamment celle de l'enlèvement. Après toutes ces années, est-ce que Cédrica est toujours vivante ou a-t-elle connu une fin tragique dans les heures suivant sa disparition? Personne ne peut en être certain, mais certains éléments ont quand même été clairement établis. Ce soir, on vous emmène sur les traces des enquêteurs. Jamais dans l'histoire récente du Québec n'a-t-on vu un tel blitz d'enquête, une telle mobilisation de bénévoles et de sympathisants dans un seul but, retrouver une fillette de 9 ans. Tout à coup, l'image de cette petite rouquine et son signalement sont apparus d'un bout à l'autre de la province. Tout le monde, parents comme enfants, s'est identifié à elle, a été touché par son histoire, s'est inquiété de son sort. Pourtant, au matin du 1er août 2007, personne n'avait entendu parler de Cédrica Provencher. Ce matin-là, dans les différents bulletins de nouvelles, on demandait l'aide de la population pour la localiser, espérant, comme ça se produit souvent, qu'elle se manifesterait rapidement. Elle était censée être de retour à la maison pour 20h30, mais s'inquiétant de l'absence, les parents ont fait de la recherche au tout départ et ensuite ont communiqué avec notre service. Est-ce qu'elle pourrait être chez des amis ce matin? C'est encore possible, d'où l'importance d'une diffusion rapide au niveau de sa photo, là, comme on le fait ce matin. Mais à mesure que les heures se sont écoulées, l'angoisse a augmenté. On s'est aperçu que ce n'était pas une disparition comme les autres, que Cédrica n'était visiblement pas partie d'elle-même, qu'elle pouvait avoir été victime d'un acte criminel. Les policiers de Trois-Rivières ont arpenté de long en large le secteur de Trois-Rivières-Ouest où elle jouait avec des amis en cette soirée fatidique du 31 juillet. Dans les jours qui ont suivi, les recherches ont pris de l'ampleur. Le territoire fouillé a été élargi. La rivière Saint-Maurice et ses berges ont fait l'objet de recherches minutieuses, mais aucun indice ne permettait de remonter jusqu'à Cédrica. La thèse de l'enlèvement devenait de plus en plus incontournable. Graduellement, la Sûreté du Québec a pris le relais de l'enquête, installant un imposant poste de commandement et de coordination où tous les renseignements étaient recueillis, vérifiés et classés. Je l'ai fait pour ma fille. Je suis convaincue qu'il y a quelqu'un quelque part qui sait quelque chose. 2 semaines après la disparition de Cédrica, l'appel déchirant lancé par sa mère n'a pas porté fruit. Pas plus que les 80 000 $ de récompense offerts par l'organisme Jeunesse au Soleil. Malgré tous les efforts déployés par sa famille et une armée de bénévoles, elle restait introuvable. Pendant des semaines, les rumeurs ont couru et les informations ont afflué auprès des enquêteurs. Ils ont, dans un premier temps, réussi à établir les allées et venues de la fillette dans les heures précédant sa disparition. Cédrica a quitté son domicile vers 18h15. Il avait clairement été établi avec sa mère qu'elle devait rentrer pour 20h45. Jusqu'à 19h10, elle a été aperçue par plusieurs témoins en train de jouer dans le parc Chappet. Vers 19h15, elle a été vue avec un inconnu dans un boisé de la rue Matteau. Des gens qui l'ont croisée dans l'heure suivante indiquent qu'elle était à ce moment-là à bicyclette à la recherche d'un chien blanc. Vers 20h, elle a été aperçue au coin Chappet et Papineau, en direction du parc Chappet. À 20h27, dernier signalement de Cédrica. Elle montait à ce moment la côte Matteau. 3 minutes plus tard, son vélo était retrouvé
appuyé contre une borne fontaine au coin des rues Chabanel et Chappet. L'appel au 911 a été placé par sa mère à 21h25. Son vélo a été retrouvé abandonné contre un conteneur le lendemain. Des jeunes s'en étaient emparés, ignorant à qui il appartenait. Restait à savoir qui pouvait avoir enlevé Cédrica. 37 jours après sa disparition, la Sûreté du Québec rendait public le premier élément tangible pour solliciter l'aide du public, la description d'un véhicule suspect. On recherche un véhicule de marque Acura, rouge, un véhicule 4 portes, intérieur de couleur beige, avec sans vitres teintées, sans aileron, par contre avec des poignées chromées aux 4 portes. Assorti à ce véhicule, une vague description d'un suspect qui a été vu en compagnie de Cédrica et qui aurait approché d'autres enfants dans les heures et les jours précédents. Un homme blanc, entre 30 et 40 ans, s'exprime en français parce qu'on sait que quand il est ressorti du secteur boisé, il s'est adressé aux jeunes filles. Comment, parmi les milliers d'informations qui leur sont parvenues et d'innombrables pistes sur lesquelles ils ont été lancés, les policiers en sont-ils venus à privilégier celle-ci? Une concordance entre plusieurs observations de la fameuse Acura rouge dans le quartier en cette soirée du 31 juillet 2007. Plusieurs témoins l'aperçoivent en début de soirée à différents endroits du quartier dans la période précédant l'enlèvement de Cédrica, roulant à basse vitesse dans ce secteur résidentiel, immobilisé à cet arrêt d'autobus, puis garé un peu en travers de la route près du fameux boisé où celui qui est de toute évidence son conducteur est vu en présence de Cédrica. Puis l'individu ressort du boisé, remonte à bord de son véhicule et repart de façon erratique, ce qui fait croire aux enquêteurs que la voiture est à transmission manuelle. L'Acura rouge passe enfin derrière ce dépanneur, jumelé à une station-service au coin des boulevards Deschenaux et des Forges, où une caméra de surveillance le capte. Ces images n'ont jamais été rendues publiques par les enquêteurs. L'Acura rouge est rapidement devenue la piste principale dans cette enquête. Reste à déterminer qui se trouvait au volant en cette soirée du 31 juillet et comment il peut expliquer sa présence dans le quartier au moment de l'enlèvement de Cédrica. Les enquêteurs de la Sûreté du Québec ont recensé plus de 260 Acura TSX 2004 rouges du même type à travers le Québec. De ce nombre, 6 sont des résidents de la région de Trois-Rivières. Nous avons rencontré 3 d'entre eux. Puis il me dit, bien, vous n'avez pas écouté les nouvelles? J'ai dit non. Il dit, votre auto est ciblée dans tel enlèvement, dans telle chose, puis tout ça. Fait que là, je suis montée voir les nouvelles. Et puis, donc c'est ça, j'ai vu que c'est à peu près la même sorte de véhicule que moi, la même année, la même couleur, puis tout ça. Cette dame s'est manifestée d'elle-même dès qu'elle a su que les policiers s'intéressaient à un type de véhicule semblable au sien. Comment on réagit quand on est appelé comme ça? Quand on n'a rien à se reprocher, on réagit bien, on collabore. Cet homme a également été rencontré à plusieurs reprises. Lui et son véhicule ont fait l'objet de vérifications minutieuses de la part des enquêteurs. Jusqu'où ils sont montés dans votre... non seulement dans le passé de votre véhicule, mais dans votre passé? Bien, dans mon passé, je dirais environ peut-être de 6 à 7 ans. Les anciens emplois, où j'avais resté, les anciennes villes, puis me poser des questions sur pourquoi j'avais changé de ville. Il restait tant de temps à telle place, il y avait tout ça en note. Tout ce qui avait été ajouté à votre véhicule comme pièce également? Tout ce que j'avais ajouté au véhicule, les vitres teintées, les choses comme ça, les ailerons, il y avait tout eu ça de mon concessionnaire. L'homme a réussi à prouver, caméra de surveillance à l'appui, qu'il était dans la région de Montréal le soir de l'enlèvement de Cédrica. La dame, elle, avait un alibi. Elle était à son domicile toute la soirée avec des proches et personne n'a pris le véhicule. Même si aucun doute ne planait plus sur eux, les deux ont fait l'objet de plusieurs dénonciations aux policiers à l'époque où le véhicule était activement recherché. C'est sûr que c'est désagréable. Pour quand tu sais que toi, tu n'as rien fait, tu n'as jamais rien fait de pas correct, puis que le regard des autres est désagréable, là. Ça, c'est vraiment accusateur. Mais je les comprends. C'est un devoir de citoyen de faire ça. Fait que ça, j'aurais fait la même chose. Un sentiment que ne partage visiblement pas le troisième conducteur que nous avons rencontré. Dans son cas, les relations avec les enquêteurs ont été moins harmonieuses. Jean-François Guérin, TVA. Je veux-tu parler de Cédrica Provencher? Pas du tout. Jean-François, à l'heure de la disparition, le véhicule du suspect, on vient clairement d'établir les bases de cette enquête. Oui, Michel, et elles sont très solides. Il y a des éléments qui ont été vérifiés et contre-vérifiés, dont les policiers sont certains. Mais ça ne nous mène pas à un suspect pour autant, non?
Non, mais il y a quand même un sujet d'intérêt, un individu pour lequel subsistent certaines zones d'ombre. Comment les policiers en sont arrivés là et qu'est-ce que ça laisse supposer? Je vous en parle dans quelques minutes. À tout de suite. Pour Cédrica Provencher, tout le monde peut devenir un suspect au départ. Et Jean-François, même les proches de Cédrica ont dû être éliminés comme suspects à un certain moment. Un exemple, Michel, Martin Provencher, il s'est lui-même offert pour passer le polygraphe pour qu'on l'élimine justement comme suspect. Vous savez, une enquête, c'est comme un entonnoir. On commence dans l'entourage et puis on élargit pour éliminer justement les suspects potentiels. Et dans ce cas-ci, il y a donc un homme qui n'est pas de l'entourage de Cédrica et auquel les policiers se sont intéressés. On a une seule certitude sur cet individu, Michel, c'est que ses relations avec les policiers ont été tendues. Mais qu'est-ce qui a mené les policiers sur sa piste exactement? C'est ce qu'on va voir dans les prochaines minutes. Vous allez voir qu'il y a davantage de questions que de réponses. Martin Provencher a remué ciel et terre depuis 5 ans pour retrouver sa fille. Comme les enquêteurs, il a parcouru le Québec pour aller vérifier la moindre information. Elles se sont toutes avérées négatives ou impossibles à vérifier, sans quoi on aurait déjà retrouvé Cédrica. Tout le monde qui me rencontre dit « Vous êtes dans l'inconnu depuis un certain temps. » Non, on n'est pas nécessairement dans l'inconnu. Il manque juste l'information clé pour pouvoir clore le dossier, puis c'est quelqu'un qui a détient autour. Reste que l'élément central de l'enquête, c'est la fameuse Acura rouge. Une quantité incroyable d'informations ont été analysées auprès de plus de 260 conducteurs d'Acura. Des gens de tous les horizons qui ont collaboré avec les enquêteurs en fournissant des informations personnelles, en rendant leur voiture disponible pour vérification ou en expliquant en détail leur emploi du temps en cette soirée du 31 juillet 2007. De cette façon, petit à petit, les policiers ont pu avancer dans l'enquête sur la disparition de Cédrica. C'est le principe de la porte ouverte. Hein? Dans une enquête, on va tenter de fermer toutes les portes, on va y aller par élimination et on va finir par faire en sorte de targeter, de cibler le bon individu. Les enquêteurs ont donc pu fermer toutes les portes dans ce dossier, sauf une. Un seul conducteur d'Acura sur plus de 260 n'a pas pu être totalement écarté dans l'enquête sur la disparition de Cédrica Provencher, un homme de la région de Trois-Rivières. Il était dans le secteur ce soir-là, mais ses allées et venues n'ont pas pu être clairement établies. Nous sommes allés à sa rencontre. Jean-François Guérin, TVA. Je peux-tu te parler de Cédrica Provencher? Pas du tout. Pourquoi? Hein? Pourquoi je peux pas t'en parler? Parce que je suis pas intéressé par ça. Pour moi, c'est l'histoire ancienne. C'est de l'histoire ancienne? Absolument. Dans le sens que... Bonjour, M. Guérin. Mais pourquoi? Écoutez, ça a affecté ma vie pendant 3 ans. Je préfère tourner la page et passer à une autre histoire. Pourquoi ça a affecté votre vie? Monsieur, pourquoi? Non, mais pourquoi? Ouais. Monsieur, Visiblement, il ne souhaite pas parler de cet épisode. Quelques jours plus tard, nous avons discuté au téléphone avec son avocat qui affirme que son client a collaboré avec les autorités. Il soutient également que la police n'a pas le moindre élément de preuve pouvant le relier à l'enlèvement de Cédrica. Il y a quelqu'un qui est d'intérêt, effectivement, pour le dossier, dont des moments ne peuvent pas être expliqués ce soir-là et qui fait que, tu sais, on parle de propriétaire d'Acura, on parle de plusieurs choses qui est des déroulements de l'enquête. Alors, j'ai déjà eu une discussion avec son avocat. On a discuté de certains points. Fait que c'est ce qui me laisse toujours ambigu un petit peu là, au niveau de ce point-là. Pourquoi on n'arrive pas à l'éliminer? Tout ce que les enquêteurs ont pu établir, c'est qu'il conduisait une Acura 2004 rouge correspondant à la description à cette époque. La voiture a été retirée de la circulation et entreposée dans les semaines suivant la disparition de Cédrica. Lorsque les policiers l'ont retrouvée, elle avait été nettoyée. Ils ont obtenu un mandat pour en faire l'expertise. Aucun élément incriminant, sang, ADN ou autre, pouvant permettre de faire un lien avec l'enlèvement de la fillette, n'aurait été découvert. La Sûreté du Québec semble cependant avoir déployé plusieurs moyens d'enquête autour de cet individu, sans pour autant pouvoir l'éliminer à 100%. Le réflexe de tous et chacun, ça serait de dire, évidemment, dépêchez-vous à m'éliminer, je ne suis pas responsable, je ne suis pas impliqué, je ne fais pas partie de ce dossier-là. Lorsqu'un individu résiste et ne collabore pas, évidemment que ça allume les soupçons. Le polygraphe, communément appelé détecteur de mensonges, est fréquemment utilisé par les policiers dans les enquêtes pour les orienter. Son résultat n'est pas admissible en cours, mais ce qui est dit lors d'une séance l'est. Dans l'enquête sur la disparition de Cédrica Provencher, on a demandé à cet homme de se soumettre au polygraphe, ce qu'il a refusé.
Hubert Van Geisegem, expert psycholégal, comprend sa réticence. Pour lui, le polygraphe est un détecteur de stress plutôt que de vérité. Le résultat du polygraphe ne dépasse pas de beaucoup les lois du hasard. Autrement dit, son résultat est comparable à un toss-up d'un 25 sous. Mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'une personne ne collabore pas pleinement avec les enquêteurs? Se pourrait-il qu'elle ait des raisons autres? L'ex-responsable des crimes majeurs au SPVM, Richard Dupuis, estime que dans un dossier comme celui de Cédrica, une personne ciblée a avantage à jouer carte sur table avec les enquêteurs, même si elle ne veut pas révéler certaines activités illégales ou clandestines auxquelles elle s'adonne. On est beaucoup mieux de dire aux policiers, regardez, moi je suis pas vraiment impliqué là-dedans et je suis prêt à collaborer. Sinon, vous allez toujours avoir les policiers sur vos trousses, vous allez toujours faire l'objet d'une attention fort particulière et s'il y a quelque chose que les gens ne désirent pas lorsqu'ils ont des activités illicites, c'est bien d'avoir les policiers à leur trousse. Les policiers disposent d'ailleurs d'un pouvoir discrétionnaire. Dans un dossier de la gravité de celui de Cédrica, ils pourraient choisir d'ignorer certaines infractions de moindre importance révélées par une personne qui les aide à progresser dans leur enquête. 5 ans plus tard, donc, le mystère reste entier. Une chose est certaine, un individu vit avec l'enlèvement de Cédrica sur la conscience et ce n'est pas nécessairement le psychopathe ou l'être asocial qu'on s'imagine. Est-ce qu'il est possible que cet individu-là n'ait commis qu'un seul geste comme celui-là? Oui, un crime impliquant l'enfant, même un meurtre, ça peut être un accident de parcours chez un individu. Un individu dans un moment de grande détresse ou de grand désarroi, ou même sous l'influence, peut faire une horrible bêtise, un soir, peut prendre panique, peut effectivement, pour survivre, peut faire disparaître sa victime et qu'effectivement, ce soit un geste unique dans sa vie. Il peut ainsi continuer de mener une vie en apparence tout à fait normale, ayant placé cet événement dans son esprit comme dans un tiroir qu'on a fermé. Il chercherait ainsi à éviter tout ce qui pourrait lui rappeler cet événement, les nouvelles en faisant état, les gens, les lieux. Mais tout ça pourrait finir par le rattraper. Il vit néanmoins quelque part avec une angoisse. On peut bien opérer un clivage, l'individu est affecté par ce clivage. Et c'est un grand inconfort. Cet inconfort peut être cumulatif et le poids peut peser de plus en plus fortement sur les épaules de cet individu jusqu'au moment où il se dit « je n'en peux plus, je pense que la punition est mieux que ce que je vis maintenant ». Et qui va voir les policiers et dit « me voici ». Qu'un individu rongé par les remords passe aux aveux, ce serait évidemment le scénario rêvé. Parce que d'ici là, ni les proches de Cédrica, ni les enquêteurs ne vont ménager les efforts pour tirer au clair toutes les circonstances de la disparition de celle qui aurait 14 ans aujourd'hui. Après tout ce temps, l'entourage est prêt à faire face à toutes les éventualités. On a toujours espoir, sauf qu'il faut être logique. On ne sait pas ce qui est arrivé. On n'a aucune idée. Je veux dire, sincèrement, on est vraiment devant l'inconnu sur ce qui est arrivé. Pas sur tout le dossier, mais sur ce qui est arrivé avec Cédrica, c'est l'inconnu. Fait qu'on ne sait pas du tout. Fait que tous les scénarios sont possibles, du plus beau au pire. Et Jean-François, le dossier de Cédrica reste toujours ouvert? Absolument. Lorsqu'on parle de la disparition, possiblement de l'enlèvement d'une petite fille de 9 ans, le dossier est jamais fermé. Et si les gens ont de l'information, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Bien, disons que vous pouvez rejoindre les policiers en tout temps au 1-800-659-4264. Donc, si vous avez de l'information, si vous avez observé des comportements, si vous avez reçu des confidences, le silence a assez duré. Karine et Martin, les parents de Cédrica, Mélissa, sa sœur, ses grands-parents, ont trop longtemps souffert. Ils veulent connaître la vérité, quelle qu'elle soit, et la retrouver. Quelqu'un qui nous regarde présentement détient peut-être la clé du mystère. Je vous remercie beaucoup, Jean-François. Au revoir, Annie. Après la pause. En 2008, le gouvernement croyait avoir trouvé la solution pour vous donner accès à un médecin, peu importe où vous demeurez au Québec. Il a créé ce qu'on appelle des guichets d'accès. Le problème, c'est que 4 ans plus tard, JE constate que ces guichets ne donnent pas les résultats escomptés, en plus de ne pas s'adresser à toute la clientèle. Il est 10 h le matin. La salle d'attente de cette clinique sans rendez-vous de Montréal est remplie comme toujours.
Plusieurs ont tout tenté avant d'arriver ici. Si à 2 heures de l'après-midi, j'arrive à ma clinique médicale parce que j'ai un problème X, que je me dis, bon, j'ai pas besoin d'aller à Montréal voir mon médecin, on nous répond, c'est complet. Tu regardes dans la salle d'attente, il y a 5, 6, 8 personnes à 2 heures de l'après-midi. Mais le médecin, il a son quota. Il a son quota de la journée. Fait que finalement, c'est, allez-vous-en à l'urgence. Trouver un médecin de famille, c'est souvent un exploit. Quand mes filles sont nées, on a essayé d'en avoir un. Puis le médecin que j'allais dans une clinique sans rendez-vous, maintenant, il fait juste du privé. Vous êtes sur une liste d'attente. Évidemment, ça fonctionne par priorité. Pour tenter de régler le problème, le ministère de la Santé a créé en 2008 les guichets d'accès. Vous téléphonez à votre C3S et vous vous inscrivez sur une liste. Un médecin et une infirmière analysent votre dossier. Ça ici. Pour chaque patient vulnérable, un médecin touche 200 $ par année. Dans cette clinique, une secrétaire doit passer une journée par semaine à démêler la paperasse. Une fois que c'est arrivé, nous autres, le médecin qui a fait la demande, on reçoit un numéro qu'on appelle un numéro séquentiel. C'est de la bureaucratie à l'état pur, là, mais il faut attendre d'avoir ce petit numéro-là pour pouvoir l'inscrire, pour avoir droit au supplément de facturation. On nous dit que plus vous êtes malade, plus votre cas est prioritaire. Les P1 sont vus à l'intérieur d'1 mois. P2 à l'intérieur de 3 mois. Puis P3, c'est 6 mois. Et c'est quoi un P1? Donnez-moi un exemple de P1. Un P1, c'est un patient qui fait un infarctus, qui sort de l'hôpital. Ça, c'est un exemple de P1. Un patient qui a un diabète qui est vu au sans rendez-vous, qui est mal contrôlé. Ça, c'est un P1. Et si on est P5, on risque d'attendre combien de temps? Je vais vous avouer que dans l'état actuel des choses, les P5, ça va être très difficile d'en référer tant qu'on n'aura pas de l'ajout de ressources. Là, donc, il faut rajouter des médecins. On en fait beaucoup des médecins? Un P5, ça peut être un petit garçon de 3 ans comme Lohan, qui ne semble pas avoir de problème de santé. Oui, bonjour. Ce serait pour savoir si vous avez des médecins de famille qui prennent des nouveaux patients. Caroline Rousseau cherche désespérément un médecin pour son fils. Après un suivi de grossesse, le sien l'a laissé tomber. En tout et pour tout, vous avez appelé combien de cliniques? Je dirais à peu près une 50aine de cliniques. Elle a aussi donné son nom au guichet d'accès. Moi, ça fait pratiquement 1 an que je cherche un médecin. C'est une mission impossible, je dirais, parce que j'ai appelé plusieurs cliniques. J'ai appelé au CLSC, j'ai demandé à être sur une liste. On me réfère toujours dans des cliniques. Les cliniques ne prennent pas de patients. Ils nous réfèrent au centre de santé Montérégie. Ensuite, ils nous disent d'appeler au CLSC. Fait que dans le fond, on appelle un peu partout. On se fait lancer à gauche, à droite, sans jamais avoir une vraie réponse. Ce guichet est un service d'accompagnement pour les patients n'ayant pas de médecin de famille. Nous avons tenté de rejoindre quelques guichets. La plupart du temps, vous accédez à une boîte vocale. Prenez note qu'étant donné un nombre élevé de demandes, plusieurs semaines peuvent s'écouler avant d'avoir un retour d'appel. Une réceptionniste du C3S Lucille Tisdale de Montréal ne sait même pas qu'il existe des guichets. Il n'y a pas de guichet unique pour ça. Nous, tout ce qu'on peut faire, c'est vous donner des cliniques. Le problème, c'est que les guichets uniques, il n'y en a à peu près pas un qui est organisé pareil au Québec. Et on sait des endroits, c'était vraiment pas bien organisé. Les gens appelaient là, il n'y avait pas de réponse, il n'y avait pas de personnel. Et là, il y a une responsabilité du gouvernement, des agences, à bien organiser les guichets pour au moins ces gens-là, quand ils cherchent un médecin, il y ait une place à se référer, qu'on puisse leur répondre, qu'on puisse leur dire voilà la situation dans la région où vous êtes. À ma connaissance, il y a des régions où il y a des listes de 12 000 patients. Dans le secteur qu'habite Mme Rousseau, celui du C3S au Richelieu-Rouville, on a limité la liste d'attente à 300 personnes, uniquement des patients vulnérables. Depuis 2 ans et demi, 4 000 patients ont trouvé un médecin. Les autres doivent attendre faute de ressources. Dans la région, on a un médecin omnipraticien par 2400 de population. Okay? La moyenne québécoise est de 1 médecin par 1100 de population. Et puis, si je ne me trompe pas, à Montréal, c'est 1 par 800, puis à Québec aussi. Alors donc, on est dans une grande pénurie. Au Québec, les médecins de famille sont un peu plus de 8 000. Il en faudrait 1 000 de plus. Si vous regardez le nombre de médecins qui va sortir par rapport aux besoins des clientèles, on devrait être en équilibre autour de 2016. C'était bien audacieux ce que disait le ministre Bolduc. Et pour arriver là, il y a encore bien des choses qu'on va devoir faire. Il va falloir d'abord réussir à attirer un nombre suffisant de médecins vers la médecine de famille. Il va falloir s'assurer que ceux qui sont là, on les épaule plus qu'on les épaule là dans leur pratique quotidienne. Si mon enfant tombe malade, je vais où?
Puis, dans les cliniques sans rendez-vous, maintenant, ça prend des rendez-vous. On ne peut pas se présenter comme on veut. Se présenter à l'urgence, bien là, c'est des heures et des heures d'attente. Quand vous avez des patients en haut de 70 ans qui ont 4-5 diagnostics de maladies chroniques, qui prennent plus que 6 médicaments, ces patients-là, il faut qu'ils soient pris en charge par le médecin, c'est prioritaire. Pour les enfants, il y a d'autres volets qui peuvent être mis en place. Dans certains CSS, il y a des enfants qui sont suivis par des infirmières cliniciennes. Bonjour. Bonjour, Gilles. Comment vas-tu? Ça va bien? C'est le cas à Saint-Jean-sur-Richelieu. En attendant l'arrivée de 7 nouveaux médecins cet été, 2 infirmières praticiennes viennent prêter main forte aux médecins. Là, on va le peser. Chacune d'elles peut prendre en charge 500 patients. Ces patients-là, au lieu d'avoir un médecin de famille, c'est comme s'il y avait une infirmière praticienne de famille. J'ai le droit de prescrire des médicaments, certains médicaments. Par exemple, des antibiotiques en comprimé pour des otites, des sinusites, des pneumonies. J'ai le droit de represcrire certains médicaments. Il y en a d'autres que je peux ajuster. Par exemple, les médicaments pour le diabète. Donc, quand il y a une situation qui arrive, le patient est instable. Là, je dois me référer au médecin avec qui je travaille. Donc, je lui en parle ou encore je lui demande de venir voir le patient. Le Québec est en retard. Elles sont moins de 200 dans la province alors que l'Ontario en compte 1500. Malgré tout, le ministre Yves Bolduc est convaincu que ça va de mieux en mieux et que le système de guichet d'accès fonctionne bien. Selon le ministère de la Santé, 321 000 patients ont déjà été inscrits. 169 000 auraient trouvé un médecin. 154 000 sont toujours en attente. Pour ce qui s'agit des enfants également, ils peuvent consulter s'ils sont malades de façon aiguë dans les cliniques sans rendez-vous, dans les cliniques réseau. Mais je vous dirais qu'ils sont faire comme tous les autres. Ils vont être mis sur la liste d'attente et selon leurs priorités, ils vont être assignés à un médecin de famille. Vous êtes bien sur la boîte vocale du guichet d'accès pour la clientèle orpheline. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'il y ait un guichet, qu'on ait l'information, parce que là, on fait juste nous dire appelez-là, 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 puis finalement, il n'y a jamais de réponse. Ce que je souhaite, c'est qu'on soit orienté, qu'on ait les vraies réponses. S'il n'y en a pas de médecin, faites-nous pas croire qu'on va en avoir des médecins. Des derniers jours, Mme Rousseau a finalement trouvé un pédiatre. Le spécialiste s'est engagé à suivre son fils jusqu'à l'âge de 10 ans. Mme Rousseau n'a encore eu aucune nouvelle des responsables du guichet d'accès de son CSSS et encore moins de médecin de famille. Au retour, l'analyse. Parler de la lecture du sang vivant, eh bien, il s'agit d'une pratique de plus en plus populaire chez les naturopathes. Avec une goutte de sang, ils prétendent pouvoir déceler vos problèmes de santé. Évidemment, cette technique est très contestée par le monde médical. D'ailleurs, le Collège des médecins en profite pour envoyer une sérieuse mise en garde au public. Là, ce qu'on voit surtout, c'est les globules rouges. Là, je fais un petit tour d'horizon. Ça, je vais grossir pour te montrer les détails. Je fais juste un petit survol. Marie-Lise Tardif fait de la lecture de sang vivant. À travers son microscope, cette naturopathe analyse vos cellules sanguines qui sont projetées sur cet écran. Ça, je sais que tu manques d'énergie. À l'aide d'une caméra cachée, notre collaborateur a filmé la séance. Fait qu'évidemment, tu n'as pas peur des aiguilles. Les deux sont intéressants. Donc, je pas connaissance. C'est mieux de savoir dans ça, c'est déjà arrivé, fait que... Voilà. C'est une goutte de sang qui est prélevée à l'aide d'un autopiqueur, comme un simple test de glucose. La goutte est ensuite déposée sur une lamelle de verre pour fin d'analyse. C'est une technologie de prévention. Ce qui veut dire qu'on ne diagnostique pas comme le médecin est capable de faire. Lui, il prend les acides sanguines puis cherche une maladie. Mais les 5 ou 10 ans qui se préparent une maladie, il ne peut pas le savoir. Okay? Tandis que ça, c'est une technologie où on observe la qualité du sang. Mais c'est une de plus en plus de parler de... As-tu déjà vu ton sang? De plus en plus de gens avant-gardistes qui viennent en prévention strictement ici. Là. Ah oui? En l'espace d'une heure, Mme Tardif est capable d'établir un aperçu de l'état de santé de son patient, ce qui va et ce qui ne va pas. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Est-ce que ça bouge? Là, ça a l'air de bouger. Ça bouge. Ça bougeait beaucoup plus, mais au moins ça bouge un peu. L'autre chose qu'on voit tout de suite, c'est qu'ils sont collés beaucoup. 2 par 2, ça nous indique que la digestion est lente. Est-ce que tu es un gros mangeur de bouche? Moins qu'avant. Moins qu'avant? Merveilleux. Ça, c'était l'avant. Fait que tu as bien fait d'en manger moins. Okay? Donc, même si tu en manges moins, ça n'enlève pas nécessairement les résidus du passé. Elle décèle aussi chez notre collaborateur un système immunitaire fragile. Je me sens un petit peu grippé. OK, bien, ta défense, elle ne fonctionne pas. Elle est lente. Fait que c'est sûr qu'un virus qui rentre dans ton terrain, les attaquants sont lents,
puis le terrain est un petit peu acide, fait que lui, tout de suite, il va rester. Le haut niveau d'interprétation qu'elle fait à partir d'une goutte de sang est énorme. Le docteur Denis Soulière est hématologue au CHUM. Des formules sanguines, il en voit et en analyse depuis une quinzaine d'années. Nous lui avons fait visionner quelques extraits tournés par nos caméras cachées. Ici, on a un sang qui n'a pas été fixé, qui sent juste une goutte qu'on met comme ça, et on est à côté dans un microscope à côté d'une fenêtre qui peut avoir des variations de chaleur, de froid, et on sait que ça va faire changer la conformation du sang simplement par ces éléments-là. S'il fallait qu'on ait des amas de cette nature-là dans le sang, on aurait des problèmes très sérieux. On ferait des embolies, on aurait des artères, des petites artères qui bloqueraient, parce que c'est impossible d'avoir des composantes aussi grosses que ça dans le sang. Ici, dans ce laboratoire d'hématologie du CHUM, on analyse près de 1000 formules sanguines par jour, à l'aide entre autres de cette imposante machine, un compteur globulaire. Il répertorie à une vitesse éclair les différents types de cellules et fournit des données claires sur l'état de santé du patient. Sa précision nous permet de faire une première différenciation, soit de globules blancs, de plaquettes et de globules rouges. Suite à ça, nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on vérifie les paramètres et selon les critères établis, on va décider si oui ou non on doit réviser au microscope. Quand on fait une analyse par microscope, le but, c'est de regarder dans différents champs. Et là, ce que je vous montre ici, là, les leucocytes, c'est que c'est au moins 100 cellules qui ont été répertoriées pour qu'on puisse faire l'analyse. Donc, vous voyez ici que l'appareil, on en a répertorié plusieurs types de globules blancs. Et avec l'appareil, ici, on est capable d'aller les identifier, être en mesure de dire celui-là, il est normal, celui-là, il est normal. Donc, dans un cas ici normal, on n'a pas retrouvé de type de globules blancs qui est anormaux. Prenez-vous des médicaments? Présentement, non. Non. Je prends des Advil quand j'ai mal dans le dos. Lise Guénette est une autre naturopathe que notre collaborateur a consultée. Elle le soumet d'abord à un questionnaire médical exhaustif. Pendant 45 minutes, Mme Guénette prend des notes sur ses antécédents médicaux, son alimentation et ses habitudes de vie. Ensuite, elle procède à l'analyse de sang vivant. Ça veut dire que mon cholestérol est correct? Non, ça veut juste dire que la gestion des gras par le foie et le pancréas se fait bien. C'est que vous n'avez pas de tendance hypoglycémique ou diabétique parce que après 3 heures après manger, si ça amène une tempête de neige, c'est que là, il y a un problème de sucre qui se transforme en gras. Moi, ce que j'ai, c'est que je vois que les glandes surrénales et la thyroïde, ils tirent de la patte. C'est une forme d'analyse diagnostique, entre guillemets, là, si je peux m'exprimer comme ça, qu'on vous propose. Puis on vous propose d'avoir accès à des technologies, ça, c'est impressionnant. Alors, puis les gens... Et ça, cette forme de diagnostic, c'est illégal. Oui. 3 naturopathes qui font la lecture de sang vivant font d'ailleurs l'objet d'une enquête actuellement du Collège des médecins. Selon le docteur Bernard, cette pseudo-technique, comme il la qualifie, n'est ni plus ni moins qu'une arnaque. Avoir des prétentions, là, de deviner des maladies 5-10 ans d'avance, c'est complètement farfelu. Là. C'est comme avoir une boule de cristal. Tu sais, on est dans l'esprit magique. Là, on invente des choses de toutes pièces. Alors moi, je pense que ça, c'est exploiter la crédulité des gens. Là. Bonjour, mon nom est Colombe Gauvin. Je suis naturopathe et analyste certifiée en lecture de sang vivant. Madame Gauvin aussi fait de la lecture de sang vivant. Elle offre également des cours de formation à tous ceux qui souhaitent apprendre la technique. Les petites particules qui dansent s'appellent des protites. Ce sont des régulateurs de sang et sont aussi la plus petite particule de sang. Ce que l'on voit dans le reportage, ce sont des qualificatifs qui n'ont pas de grande valeur médicale et qui souvent sont strictement inventés. J'ai tenté de rechercher certains mots qui sont dans le reportage, comme les protites. Le mot protite, dans le diagnostic et dans le vocabulaire médical, ça n'existe pas. Le Collège des médecins lui a déjà servi un avertissement en 2000 pour avoir formulé un diagnostic. Depuis, elle est beaucoup plus prudente. Pas facile d'ailleurs d'obtenir un rendez-vous. Oui, vous pouvez prendre rendez-vous, mais j'ai vraiment besoin de références, puis je vais t'expliquer un petit peu plus longuement quand tu m'en donneras. OK, je vous envoie ça où? Non, mais tu peux juste m'appeler ou tu me l'envoies par courriel. Tu sais, là, le Collège des médecins ont beaucoup d'agents, puis essayent de nous prendre en défaut, nous les naturopathes, alors on veut être vigilants. Finalement, ce rendez-vous n'a jamais eu lieu. Lorsque nous avons contacté nos 3 naturopathes, en nous identifiant cette fois comme journalistes, toutes ont refusé de réagir à la caméra. Le Collège des médecins continue de surveiller de très près cette pratique qui, selon lui, met le public en danger. C'est pas si inoffensif que ça lorsqu'on prétend qu'on fait des diagnostics, parce que des gens aussi peuvent
pour un symptôme donné, s'abstenir d'aller voir un vrai médecin ou d'aller voir un vrai, si vous voulez, professionnel de la santé pour se tourner plutôt vers ça, puis on pourrait passer à côté de quelque chose. Alors, c'est ça qui nous inquiète. Ce qui les inquiète aussi, c'est que les patients dépensent beaucoup d'argent pour des traitements inutiles. Fait que la consultation, c'est combien? Alors, la consultation, elle est de 120 les taxes. Ouais. Alors, ça fait 137,97. Sans compter la vente de produits censés guérir ou améliorer l'état de santé du patient, les multivitamines, les enzymes et les recettes miracles. Puis, oublie pas que là, il faut que ça sorte, là. C'est au moins 1 litre. Mesure-les pour être sûr que tu l'as bu dans ta journée, minimum 1 litre. Okay. Parce que là, moi, Charles les vidanges, là. Posez-vous des questions à ce moment-là, puis posez-en encore plus, si vous voulez, puis investiguez, puis faites des recherches avant de vous embarquer, puis de dépenser vos sous. La vie est assez dure à gagner qu'on n'est pas obligé de la tirer par les fenêtres. Le Collège des médecins continue d'enquêter sur le dossier du sang vivant et il pourrait bientôt intenter des poursuites pour usurpation du titre de médecin et pour exercice illégal de la médecine. Sachez qu'au Québec, aucune structure légale n'encadre encore l'exercice de la naturopathie. Les naturopathes se regroupent en association puisqu'il n'existe aucun ordre professionnel. Bientôt à JE, des vols de bouteilles de vin et de spiritueux qui dépassent le $1 million chez les sous-traitants de la SAQ, toujours non résolus. Il faut comprendre qu'on a des remorques SAQ qui font le balai logistique entre nos entrepôts et les succursales, mais pour venir à l'entrepôt, les produits passent d'abord par des transporteurs externes. Et certains transporteurs externes ont été victimes de vols, alors des remorques qu'on a retrouvées vidées de leur contenu. Ces vols ont été perpétrés dans la région de Montréal, en Montérégie et à Québec en 2009-2010. Qu'est-ce qui a été volé, justement? Bien, des spiritueux, des vins, mais dans les produits courants. Donc, des produits que vous retrouvez rapidement en succursale, de façon générale, qui sont en approvisionnement continu, comme on appelle. Longueuil maintenant qui se demande si un propriétaire peut exiger un dépôt pour réserver un logement alors qu'elle n'a pas encore signé de bail. Bien, la réponse est non. Le seul montant qu'un propriétaire peut réclamer avant que vous habitiez un appartement, c'est le paiement du premier mois de loyer, comptant ou par chèque, au moment où vous signez le bail. Maintenant, quand vous achetez une auto neuve, il peut sembler alléchant d'échelonner le paiement sur 72, 84 ou même 96 mois. Les mensualités diminuent considérablement et ça respecte probablement davantage le budget que vous vous étiez fixé, mais opter pour un financement de 6, 7 ou 8 ans pourrait vous faire perdre beaucoup d'argent. Alors, supposons par exemple que vous décidiez de vendre votre véhicule avant la fin du financement prévu. Par exemple, 4 ans après l'achat, bien selon le CA, l'auto aurait perdu environ 60 de sa valeur. Alors, le prix que vous allez obtenir du nouvel acheteur risque donc d'être beaucoup plus petit que le montant que vous allez devoir rembourser à la compagnie de financement. Alors, voici un portrait de la situation pour une Hyundai Accent 5 portes, financée sur 84 mois, c'est-à-dire sur une période de 7 ans. Alors, le prix d'achat total se situe autour de 19 000 $, taxes et intérêts inclus. Et après 4 ans, la valeur résiduelle de l'auto va avoisiner les 5 000 $, mais le solde à payer à la compagnie de financement sera de 8 000 $, donc 3 000 $ de plus que ce que vous recevrez en vendant votre auto. Et si vous payez vos mensualités jusqu'au bout, alors pendant 8 ans, par exemple, votre véhicule pourrait avoir une valeur marchande presque nulle une fois le paiement terminé. Alors, avant d'opter pour le financement à long terme, prenez le temps de vous informer sur la valeur de revente du véhicule que vous souhaitez acheter. Et si vous considérez que vous avez fait une erreur en choisissant cette option, il n'est peut-être pas trop tard pour y remédier. Si votre auto est récente, vous pourriez peut-être la vendre à un prix à ce moment-là qui va être intéressant. Madame Nicole Huot de Montréal se demande si elle doit chausser son auto de pneus neufs quand elle va la retourner chez le concessionnaire au terme de sa location. La réponse est non. Les concessionnaires tolèrent l'usure normale lorsque vous rapportez votre voiture de location. Dans le cas des pneus, ça veut dire que la semelle doit avoir une profondeur d'au moins 4/32e de pouce. Alors, si vos pneus sont plus usés, vous n'avez pas besoin de vous en procurer des neufs. Vous pouvez tout simplement acheter des pneus d'occasion moins usés. Thermor Canada rappelle des marchettes à roulettes, le modèle Bio 56001, vendu chez Walmart et visé. Un défaut de fabrication fait en sorte que des soudures métalliques de l'appareil peuvent se briser, surtout près des pattes avant, au-dessus de la barre d'appui. Alors, vous pourriez chuter ou encore vous blesser, bien sûr. Alors, communiquez avec le fabricant pour obtenir un nouveau déambulateur.
Santé Canada émet une mise en garde par rapport aux brosses à dents électriques Spin Brush de marque Arm & Hammer et Crest. La tête rotative de la brosse pourrait se détacher si vous l'utilisez de façon prolongée ou excessive. Vous risqueriez alors de vous étouffer. Le fabricant recommande donc de remplacer cette pièce tous les 3 mois ou lorsque la brosse est endommagée. Assurez-vous également que tous les morceaux sont solidement fixés à la brosse avant de l'utiliser. Et puis, Santé Canada rappelle près d'1,5 million de bouteilles de gaz MAP Pro, propylène et MAP de diverses marques vendues depuis 2004. Le gaz peut s'échapper de la bouteille et si la fuite est importante ou encore que le gaz s'accumule dans un endroit fermé, eh bien, un incendie pourrait se déclencher à la moindre source de feu. Alors, si vous possédez une de ces bouteilles, mais que vous ne l'avez jamais utilisée, retournez-la au magasin pour obtenir un remboursement. Sinon, laissez-la connecter au chalumeau de l'appareil où elle se trouve et allumez celui-ci à l'extérieur pour faire brûler tout le gaz. Rapportez ensuite la bouteille vide chez le commerçant où vous l'avez achetée pour vous faire rembourser. Alors, pour obtenir la liste complète des modèles concernés par ces rappels ou encore pour obtenir plus de détails, vous vous rendez sur notre site web tva-nouvelles.ca. Et aussi bientôt à JE, des chicanes de voisins qui tournent subitement au drame, les difficultés de prévoir qui passera de la parole aux actes. Des menaces de mort, c'est quelque chose, monsieur? Il m'a C'est sûr qu'elle s'est pas trompée avec un autre Galipo? Non, quand ma mère s'est de jouer dans la tête pendant 4 heures, c'est parce qu'elle sait qui à l'affaire. T'as pas là, oh, c'est pas sûr que c'est bon, moi, du Bordeaux avec tes cornflakes. Pourquoi elle m'avait pas dit? Ah oui, mais Lou, mets-toi à ta place, là, ça doit pas être évident là, que ton mari te laisse pour un bûcheron sexy. C'est normal qu'elle ait viré sur le top, là. D'ailleurs, ma mère a dit que c'est à cause de ça que vous êtes sortie de Sainte-Julienne. Enfin, moi, je trouve que ta mère, ça fait un peu pitié, là. Pitié? Elle? Puis moi? Moi, je fais pas pitié, moi. Mon père, là, il est passé de piste et à quoi faire gay en 5 minutes. Combien d'années de thérapie ça va me prendre, tu penses? Déjà que je suis super équilibrée d'avance. Oh, non, c'est pas ça, hein? Hey, 24 ans. 24 ans, là, que je console ma mère pendant qu'elle me bourre la face de menterie. 24 ans que je pense que mon père est mort pendant qu'il fait des coupes de cheveux, là, dans le fin fond du Québec. Ben là, moi, finalement, je suis sûre, là, que c'est une bonne idée que je te dise ça. Malgré que ça m'a donné une méchante bonne raison de sacrer mon camp de ce maudit cours de théâtre plate-là. La affaire qui me console, c'est que c'est vraiment pas méchant les cornflakes au vin rouge. Non? Non. C'est quand même meilleur avec de la bière plate. Puis, qu'est-ce que vous voyez dans mon futur? Je vois que... je pouvais nous commander une autre tournée. Wow. Elle est bonne, hein? Même chose. Monsieur Boudreau, comment allez-vous? Ça va ici. Ouais, mais ça, c'est en attendant ma carrière international. Mais vous faites quoi ici? J'ai mangé. Ben oui, méchante bonne idée, ça. Mais, je veux dire, j'ai beaucoup pratiqué les exercices après le cours hier soir, puis je pense que ça s'en vient, là. Ça s'en vient. Le mime du bulbe de tulipe sous la neige, là, je l'ai pas mal. Voulez-vous en faire un bout? Vous en faites un bout. Bon, on verra ça ce soir. Pour l'instant, j'ai faim. Ben oui. Hein? Juste... La respiration interne aussi, là, je pense que ça se place. Donc, est-ce qu'on va travailler ce soir? Je pourrais peut-être prendre un petit peu d'avance. On va aller dans les émotions plus profondes. Mais je crois que ça va être difficile pour tous les hétérosexuels pas de talent du groupe. Ben oui, hein? Toute cette gang-là de pas-fils. Ça, c'est pas comme nous autres. Regarde là, qui m'espionne dans son auto. Mais c'est sûr que t'es ma blonde, là. Elle est complètement folle. Hey, Lou, qu'est-ce que je t'ai dit, là? Contrôle tes émotions, là. Respect par le nez, là. Tu prends ton verre de gaz. En fait, c'est moi, je passe pour la menteuse parce que je suis supposément lesbienne et que je m'assume pas. T'es vraiment stressé, hein? Hey, t'attendrais pas qu'on a fait un arrêt de motocross?